Avant d'attaquer ton épisode, je voulais t'inviter à un nouveau webinaire. Jeudi 25 novembre, rendez-vous à 12h30 pour poser toutes vos questions à Nadia. Nadia a trouvé sa mission de vie. Elle était précédemment ingénieure dans le froid et la climatisation et elle a choisi de se reconvertir en coach parental. Pour t'inscrire, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. Ne tarde pas, le nombre de places est limité. Dans les moments où il a fallu que j'écoute ma petite voix, il y a eu le moment de ma vocation, il y a eu le moment où j'ai accepté de prendre le risque de quitter la vie religieuse pour aller me questionner et retrouver ma vibration et ma voix. Et puis, j'ai quand même eu ces dernières années une confrontation avec quelque chose qui a été une authentique crise, qui est la prise de conscience des abus sexuels dans l'Église et qui est un bouleversement terrible. Je suis très fier de ces études de psychologie, d'avoir eu le courage de faire ce projet qui me tenait à cœur, au-delà des incompréhensions. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Depuis le début du podcast, j'ai l'envie d'avoir derrière mon micro des hommes et femmes de foi. Quand j'ai reçu cet été un message d'Augustin Paluel-Marmont, me suggérant le profil d'un de ses prêtres amis, j'ai sauté sur l'occasion. Un grand merci Augustin pour la communauté de Pourquoi pas moi et pour moi également, car j'ai fait une magnifique rencontre grâce à toi. Que vous soyez catholique ou non, écoutez cet épisode, vous allez découvrir le parcours d'un homme incroyable. C'est à 18 ans qu'il a découvert sa vocation. 9 mois après, il rentre dans les ordres, mais alors qu'il se pose de plus en plus de questions sur son choix et ses renoncements, le père Barthélemy décide de tout arrêter et part seul en Inde. Suite à ce voyage, sa vocation revient et quelques années après, il devient prêtre. Suite à un événement dans sa vie, je vous laisse écouter l'épisode pour savoir ce que c'est, il décide de reprendre ses études pour devenir psychologue. Allez, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers du père Barthélemy. Bonjour mon père. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Alors j'ai choisi un phare. C'est un phare de Bretagne, sur une petite île qui s'appelle Groix. Alors pourquoi un phare ? Parce que déjà j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup la navigation. C'est un lieu qui me fait beaucoup de bien, de contact avec la nature, de contemplation, de méditation, de confrontation aux éléments. Et puis je trouve que c'est une magnifique métaphore de la vie en fait. Le bateau, c'est accepter l'incertitude, les courants, c'est aussi un voyage, c'est un cap. Et pourquoi un phare ? Parce que c'est ce qui indique un peu l'orientation, c'est ce qui permet de savoir où est le port, c'est le cap. C'est ce qui rassure, c'est la lumière dans la nuit. Et je trouve que c'est une belle image. Lorsqu'on va en Bretagne, on trouve sur les ports généralement énormément de très belles photos de phares, plus ou moins dans la tempête. On pense aux photos de Plisson, par exemple. Et je sais que c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et pourquoi cette île ? L'île de Groix, parce que je navigue beaucoup dans la région et que c'est un petit port que j'aime bien, juste en face de l'Orient. C'est une île que j'apprécie. Et tu es originaire d'où ? Alors moi je suis pas du tout breton, à mon grand dam, je rêverais d'être breton. Je suis lorrain, je suis de la région de Nancy. Okay. Mais je suis né en région parisienne. Et du coup, à partir de quand t'as quitté la région parisienne ? Alors très tôt, avec mes parents on a pas mal déménagé, c'est-à-dire que j'ai dû rester 6 mois à Gennevilliers avant qu'on parte dans le nord, ensuite dans le sud, ensuite dans l'est, ensuite à Nantes. Donc je suis un petit peu un migrant français. Et finalement mes racines lorraines sont plutôt des racines liées à ma famille, mais c'est pas là où j'ai passé la plus grande partie de ma vie. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents pour justement bouger autant ? Papa a travaillé dans le monde du bâtiment. Et puis c'est quelqu'un qui a commencé un peu au bas de l'échelle et puis qui s'est construit progressivement dans sa vie professionnelle au gré des opportunités, au gré aussi des changements d'entreprise. Et donc du coup on l'a un peu suivi
dans toutes ces étapes. Je crois que j'avais calculé que j'avais dû déménager 7 ou 8 fois en 18 ans. Enfin, on restait de 6 mois à quelques années. Et comment tu vivais ça quand vous deviez déménager? Alors, je dirais que c'est à la fois quelque chose qui nous a tous construits en tant que famille, parce que je pense que ça nous a beaucoup soudés, ça nous a pris une certaine plasticité, une capacité d'adaptation. Et en même temps, j'ai aussi eu le regret de moi le concept ami d'enfance que j'ai parfois chez certains de mes amis qui me disent ah tu te souviens en maternelle j'étais avec machin et puis le maîtresse moi ça me parle pas en fait. J'ai l'impression que mes amis je me laissais construire adulte. Donc entre 0 et 18 ans je déménage beaucoup, on voyage. Enfin en France, hein. Je sais qu'aujourd'hui il y a aussi beaucoup de gens qui vont à l'étranger, mais donc on bouge et puis ensuite il va y avoir une autre phase de ma vie qui va durer quasiment 10 ans qui est la formation dans la vie religieuse et donc là je vais vivre dans un microcosme et puis je vais sortir à 28 ans, je vais devenir prêtre. Et donc du coup c'est vrai que j'ai pas cet enracinement dans des souvenirs, dans des lieux, dans des écoles avec des potes qui sont des potes depuis la maternelle. Ouais. Enfin, j'ai pas eu cette expérience-là. Il y a parfois une petite pointe de nostalgie. Et quand tu étais un petit garçon, quel type de petit garçon tu étais? Je pense que j'étais assez introverti, plutôt timide, aimant la lecture, pas forcément un grand casse-cou. Je me suis révélé progressivement. Et quand t'étais un petit garçon, tu disais oh, quand je serai grand, je rêve de faire quoi? J'ai eu plusieurs phases. Je pense que j'ai longtemps, quand j'étais vraiment enfant, à 7-8 ans, moi je rêvais d'être acteur. Ça c'était pour moi, j'ai toujours beaucoup aimé la télévision, le cinéma, et donc ça a toujours été un espèce de... Et alors, je me disais mais comment il faut faire pour être acteur? Il faut aller à Hollywood. Ok, alors j'ai d'abord écrire un livre. Et ensuite, je vais avoir beaucoup d'argent avec le livre que je vais vendre. Et ensuite, je vais aller à Hollywood et je serai acteur. Voilà, ça, c'était mon rêve d'enfant. Ensuite, devenu ado, j'ai eu envie d'être officier militaire. Là, je pense que c'était plutôt le côté à la fois management d'hommes et puis voyage. Et puis après, je crois qu'on se construit aussi dans les identifications qu'on fait. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui avait envie d'être Saint-Cyrien, et du coup, ça m'a renvoyé dans tout son imaginaire. Je pense que j'aurais été très très malheureux dans l'armée. Pourquoi? Parce que finalement, je pense que j'aime pas tant que ça le cadre, et puis que même si l'idée de la défense nationale est extrêmement noble, je suis pas sûr que le métier des armes aurait été quelque chose qui m'aurait plu. Et du coup, comment ça s'est passé alors? Qu'est-ce qui a fait que au moment de choisir ce que tu allais faire comme étude en seconde, où on commence déjà à avoir un premier, Alors à ce moment-là, j'étais encore en seconde première jusqu'à la moitié de mon année de terminale. J'étais encore ballotté entre faire des études de droit et puis rentrer éventuellement plus tard dans l'armée si c'était toujours le cas, ou directement rentrer dans une prépa militaire. Et finalement, pendant mon année de terminale, je vais avoir un certain nombre de rencontres qui vont très rapidement me conduire à ce pari un peu fou de rentrer à 18 ans dans la vie religieuse. C'était quoi du coup? C'était qui ou quoi ces rencontres? Alors il y a eu plusieurs rencontres. Je pense que le premier, en fait, ce que je trouve toujours très étonnant, c'est l'expérience de la narration, parce qu'en fait, je me rends compte. Alors je fais un peu une digression, pardon, mais que quand on me demandait de raconter ma vocation il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, je me rends compte qu'il y a comme des coups de projecteur qui sont différents, et qu'en fait la façon de raconter son histoire dépend beaucoup du contexte et de l'époque. Donc pendant très longtemps, j'insistais beaucoup sur la dimension de conversion, c'est-à-dire que je noircissais un peu le tableau. J'ai des parents qui étaient pas si cathos que ça, et donc je manifestais ça plutôt sous l'angle de la rupture. Aujourd'hui, je vois plutôt la cohérence intérieure, progressive, qui m'a conduit à ça, et donc du coup, j'insiste moins sur la rupture et plus sur la continuité en fait.
Et c'est toujours intéressant de se dire pourquoi je raconte mon histoire et à partir de quoi je la raconte. Et donc aujourd'hui, ce que je vois, c'est que il y a le moment où j'ai eu envie d'être prêtre. Ça, c'est pendant mon année de terminale, mais que ça a été préparé par deux choses. Premièrement, par je pense le témoignage de mes parents. Parce que tes parents, du coup, toi, t'étais déjà catholique? Ouais, mes parents étaient catholiques, mais souvent ce que je dis, c'est que c'est ce que j'appelle des catholiques sociaux, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des cathos de gauche, c'est-à-dire des gens qui sont sensibles à la dimension sociale des évangiles et peut-être un peu moins à d'autres aspects. Et c'est vrai, je crois que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui cherchaient à vivre de l'évangile et qui m'ont pas mis de tant d'obligations que ça. Et puis à une deuxième étape qui, je pense, est le scoutisme. Et dans le scoutisme, il y a eu là, c'est la rencontre avec un milieu catholique un peu plus traditionnel. Avec une forme un peu militaire parfois du scoutisme, et là j'ai rencontré des personnes qui avaient une foi assez engagée. Puis pendant mon année de terminale, je suis parti à Marseille pour une soirée du Nouvel An, et là il y a eu une rencontre avec une jeune femme qui vivait sa foi de façon très belle et qui m'a profondément ému. Et je me suis dit, en fait, je sais pas encore ce que c'est que croire. Et ensuite, juste quelques jours après, elle m'a présenté un prêtre qui était un prêtre appartenant à la communauté religieuse dans lequel je suis rentré ensuite, un frère de Saint-Jean. Et je sais pas, et ça c'est un peu le mystère, je veux dire, à la fois de la vocation, comme c'est un peu le mystère de l'amour, c'est que pourquoi tu t'es marié avec ton mari? Il y a plein de réponses que tu peux donner, puis en même temps, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'il a de l'argent. Non, je blague. Parce qu'il est beau et qu'il a de l'argent. Non, je blague. Mais moi, je pourrais te présenter quelqu'un qui a peut-être encore plus beau et qui a encore plus d'argent. Mais... Donc, non, mais en effet, il a une beauté intérieure et extérieure, et en effet, il y a eu un match. Ouais, il y a eu un match. Et on peut pas complètement rendre compte ni d'un choix amoureux, ni d'une vocation. En tout cas, il y a un moment où moi, j'ai fait un lien. Et moi, j'ai fait un lien entre la foi de cette jeune femme et le sentiment de plénitude qu'elle avait et de simplicité dans sa relation à Dieu, qui, je pense, venait en écho d'un certain nombre de questions. Et puis, de l'autre côté, la rencontre avec ce prêtre, sa façon de vivre et la perception, en fait, qu'on pouvait être heureux comme prêtre. Et ça, j'ai eu à la fois ce témoignage et cette conviction. Et avant, quand tu étais scout, donc forcément tu allais à la messe en tant que scout, et est-ce que c'était quand tu étais dans une église, tu te disais un jour j'aimerais faire ça? Non. Non, je me suis avant la rencontre de ce prêtre, je m'étais jamais dit quand je serai grand, je serai prêtre. En plus pendant mon lycée, j'imaginais davantage marié, je faisais tout pour. Donc j'avais pas cette représentation enfant à 7 ans, j'étais enfant de cœur, à 12 ans, je suis entré au petit séminaire et à 18 ans, je suis entré dans la vie religieuse. Non, il y a eu quand même, là pour le coup, c'est vrai, il y a une part de rupture entre la façon dont je m'imaginais plus tard et puis ce choix un peu rapide, un peu précipité. Je rencontre ce prêtre, c'est le 6 janvier 1996 et je vais rentrer le 11 septembre. Ouais, c'est hyper rapide. Et donc du coup là, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu sens des choses dans ton corps qui te disent c'est ça? Alors je me souviens de la nuit après la rencontre avec cette jeune fille. Je précise que je n'ai pas couché avec elle. Non, moi ça a été une forme de bouleversement. C'est-à-dire que j'ai pas dormi. Je me souviens même avoir eu de l'émotion, d'avoir pleuré, en me disant cette fille est habitée. Je pense que les rencontres qui comptent dans notre vie sont toutes des rencontres de gens habités. Et j'ai eu la chance d'avoir une vie jalonnée de rencontres de gens habités qui m'ont façonné, où j'ai l'impression que chaque fois d'avoir pris une petite part d'eux, tu vois, et de l'avoir ajouté. Et au fond, je suis la collection de tous ces moi habités que j'ai pu côtoyer, et parfois de façon très courte. Et c'est le cas pour cette femme. Et donc je dors pas. Donc je pense que je passe une nuit blanche. Presque, et je sens une sorte de mouvement, d'appétence, comme lorsqu'on ouvre une fenêtre et puis il y a un courant d'air qui se crée, quoi. Je sens que je vais être déplacé par cette rencontre.
Et ensuite, la rencontre avec ce prêtre qui va être comme une confirmation de cet élan et de cette envie d'aller dans cette direction. Et là, cette jeune fille, là, tu la vois est-ce qu'elle est au courant que grâce à toi, t'es devenu prêtre? En fait, je me souviens même plus de son prénom, t'imagines? D'accord. Elle s'appelait pas Marie? Non. Non, c'était pas une apparition, hein, je te rassure. Ouais, Ce que je sais, parce que c'était une fille d'amie de mes parents, c'est que je crois qu'aujourd'hui elle est mariée, elle a des enfants. Enfin bref. Et ce qui m'avait marqué, c'est pas tant le fait qu'elle avait envie d'être religieuse ou quoi que ce soit, puisque c'était même pas son désir, mais c'était sa façon de vivre sa foi. Elle se préparait à partir, faire vivre un voyage humanitaire. Au Cambodge, auprès des enfants qui étaient mutilés par les mines antipersonnelles qui étaient déposées après la guerre. Et c'est costaud. Ouais, j'ai été subjugué par cette femme, vraiment. Ouais. Et on n'en a pas parlé avant de brancher le micro, mais moi je vis à Marseille aujourd'hui, donc quand j'ai su que c'était à Marseille où tout était né, c'était à Marseille. Ouais, c'était à Marseille. Ouais. Ça m'a fait sourire. Et donc là, toi tu te dis, donc le 6 janvier, tu rencontres ce prêtre et tu dis, c'est ça. Tu commences à en parler à ton entourage? Alors pas tout de suite. Entre les premiers mois, j'ai gardé ça pour moi et j'ai échangé simplement par lettre avec lui. Ensuite, au mois de février, j'ai fait un mensonge, c'est-à-dire que j'ai dit à mes parents que j'allais chez des copains à Toulon pour réviser mon bac. Vaste blague. Et en réalité, je suis allé passer quelques jours chez ce prêtre et ensuite j'ai regagné mes amis à Toulon. Et donc ça, il le savait pas. Donc j'ai eu envie mais je pense aussi un peu comme début d'une relation amoureuse, quand on n'est pas complètement sûr de son choix, bon, on clame peut-être pas sur les murs en disant c'est l'homme de ma vie, je me marie avec lui. Donc j'ai voulu un petit peu, donc j'ai passé 3 jours avec lui. Là, ce qui était pas facile, c'est que l'émotion retombait un peu. Il fallait construire quelque chose, et donc à ce moment-là, on n'est plus dans cette spirale, on est plus dans quelque chose de réfléchi avec la dimension un petit peu d'analyse, dire ok, les bénéfices sera quoi, les coûts sera quoi. Je posais pas la question. T'avais fait un peu un vie ma vie, finalement. Exactement, j'ai fait un peu l'enquête métier. T'as fait ce qu'on appelle aujourd'hui dans les bilans de compétences, ça s'appelle une enquête métier. T'avais fait une enquête métier avant l'heure. Exactement, et j'ai aimé la façon. Ce que j'aimais chez ce prêtre et ce que j'aimais dans la congrégation dans laquelle je suis rentré, c'était, j'allais dire, une part de modernité avec une part de côté complètement en dehors du monde. C'est-à-dire que on porte une robe de bure un petit peu comme des moines du Moyen Âge, et à côté de ça, c'est quelqu'un qui était dans le monde, qui se baladait dans la rue, qui connaissait les commerçants et qui était. Et j'aimais bien cette forme d'alliage un peu antinomique. Parce que du coup, il vivait où ce prêtre ? Il vivait en communauté à Marseille. Il y avait une paroisse, et donc il s'occupait de la paroisse, un peu exactement ce que je vis aujourd'hui, 25 ans plus tard. Et donc là, tu fais ces 3 jours avec lui, et là. Et donc là, ça me confirme. Je me sens encore dans une dynamique un petit peu ascensionnelle, mais je commence à mesurer un peu ce que ça va comporter comme étape. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'en parler à mes parents. J'ai commencé par en parler à mon père. Je lui dis, écoute, voilà, j'aimerais bien prendre une bière avec toi. Et je me souviens très bien du café à Nancy, en face de la gare, et de sa remarque, pas de sa remarque, parce que justement, il n'a rien dit. En tout cas, de sa sidération d'une certaine façon, et en même temps de sa confiance. Moi, ce qui me frappe et que j'ai du mal encore à analyser aujourd'hui, c'est que mes parents m'aient laissé partir. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un acte hyper engageant de s'engager à 18 ans dans la vie religieuse sans avoir de travail, sans avoir de compétences professionnelles, sans avoir fait d'études. Ça marque, je pense, finalement une très grande confiance de la part de mes parents envers moi, et de respect pour mon chemin. Je sais pas si tous les parents feraient ça. Et dans votre entourage proche, il y avait des prêtres ?
Tes parents, ils connaissaient cet univers? Alors oui, mes parents connaissaient cet univers. On a plusieurs fois invité les curés de paroisse à la maison, même si ça n'a pas été aucune de ces rencontres n'a été pour moi déterminante. Et j'ai un oncle qui est prêtre, mais qui est beaucoup beaucoup plus âgé que mon papa, et que j'ai peu vu, et qui a pour moi. C'est un frère de ton papa? Ouais. D'accord. Mais voilà, qui était pas un modèle. Ouais. Un prêtre un peu atypique. Mais bon, ton père avait quand même vécu du coup le fait de voir son frère devenir prêtre. Bah, je crois qu'ils ont presque 20 ans de décalage. Ouais. Donc en fait, quand papa est né, il avait 5 ans, son frère était déjà parti. Donc en fait, il a jamais vécu avec lui. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un personnage un peu lointain. Ouais. C'est comme un vieil oncle qui vit à l'étranger. Tu vois, c'est ça pour moi. Et du coup, quand tu t'es décidé d'être prêtre, t'es même pas allé voir ton oncle parce que c'était, enfin, pour justement en parler. Je l'ai peu croisé. Non. Donc moi, c'est quelqu'un qui évolue. Ouais, qui évolue loin. Donc et qui fait pas partie de de mes sources d'inspiration, c'est sûr. D'accord. Donc là, tu en parles avec ton père. C'est ton papa qui en parle à ta maman, ou c'est toi qui vas lui en parler? Après, on en parle ensemble. Je sais que ensuite ils ont été un petit peu rencontrer le prêtre des scouts là où j'étais. Enfin bref, ils ont eu besoin de, je pense, d'avoir des espaces de parole autour, mais il n'y a pas eu de frein. Ensuite, j'ai fait une retraite d'une semaine. Là, pour le coup, ils étaient conscients en région parisienne, à Morez, chez les jésuites. Et là aussi, en fait, ce qui était assez étonnant, c'est que en fait, c'était un peu une forme de descente, c'est-à-dire qu'après la dimension extrêmement forte, plus j'avançais, plus je prenais conscience de la réalité du choix que je posais. Ensuite, j'ai fait une dernière retraite au mois de juillet, et ce qui était assez étonnant, c'est que j'étais arrivé avec pas mal de résistance en disant peut-être qu'il faut que j'ajourne cette décision. Et là, c'est là où il y a eu un peu d'immaturité de ma part, parce que j'avais peur de perdre en fait ce mouvement. Et donc du coup, j'ai précipité le truc. Je me suis dit, non, on y va. Enfin, tu sais, comme si tu as besoin de recréer l'espace, le coup de foudre que tu as eu. Tu dis, tu vois, c'est en train de partir, il faut que j'y aille. Et donc du coup, je rentre en septembre, mais encore avec, je veux dire, une construction qui est très branlante parce qu'il y a plein de questions que je me suis pas posées, parce que C'était quoi ces questions que tu t'étais pas posées? Bah, si tu veux, pour discerner, t'as besoin d'éprouver un peu une vocation, c'est-à-dire de s'assurer que c'est vraiment ça. C'est quand même un choix qui est assez radical, qui est atypique. Si tu veux, autour de moi, mes amis, quand je leur ai dit ça au départ, ils me croyaient pas. Parce que du coup, tu me disais hors micro que t'étais dans un lycée public, donc avec des amis qui étaient pas forcément dans cet univers. Ouais, dans mes amis, j'avais quelques amis scouts, mais si tu tout le reste de mes potes étaient pas cathos, et c'était donc ils ont absolument pas vu venir le truc. Ils t'ont dit quoi du coup? Bah, au départ, je leur ai dit lors de la soirée du bac. Donc après, une fois qu'on a passé nos examens, on avait fait une petite soirée, et ils ont eu besoin de venir un an après le jour de ma prise d'habit pour se rendre compte que c'était bien vrai. Donc ils étaient descendus, ils avaient fait, mais ils avaient même pas assisté à la messe parce que pour eux c'était, mais ils m'attendaient à la sortie de la basilique comme ça. Voilà, ils y croyaient pas. Et tu me disais hors micro qu'il y en a même qui te disaient que tu faisais une espèce de révolution spirituelle à la Che Guevara, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient à ce que ça soit un peu un feu de paille, et qu'ensuite je rentre dans les rangs normaux de la fac. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu cette précipitation en fait pour retrouver l'intensité de ce que j'avais vécu dans cette semaine à Marseille en 96.
Et suite à ça, donc en fait alors moi je suis catholique, mais je connais personne qui est devenu prêtre, donc j'ai pas les grands jalons pour justement le chemin à parcourir pour devenir prêtre. Comment ça se passe? Ensuite, alors moi, je suis rentré dans une communauté religieuse, donc c'est un peu différent, j'ai dire du prêtre tel qu'on l'imagine dans sa paroisse, tout seul. C'est-à-dire que nous, on vit en communauté, et donc en fait, la formation va commencer par 4 années de vie presque monastique, avec très peu de contact avec l'extérieur, une part de formation intellectuelle importante, et puis une part de travail manuel. Et une vie qu'on appelle contemplative, c'est-à-dire marquée par les offices, par les temps d'oraison, par les temps de prière seul dans la chapelle, etc. Et en fait, assez rapidement, j'ai senti un décalage. C'est-à-dire que d'un côté, je me sentais à ma place parce que c'était la découverte d'un monde spirituel que j'avais pressenti. Et que je ne connaissais pas, et que je découvrais avec comme tu découvres un pays, en fait, tu vois, tu vois les villes, et puis petit à petit tu rentres dans les petits chemins de campagne, et tu vois que et puis et en même temps beaucoup de peur qui était pas forcément consciente au point de départ, mais qui était la peur de me dire est-ce que je me suis pas trompé, est-ce qu'un jour je regretterai pas de pas avoir d'enfant, est-ce qu'un jour je regretterai pas de ne pas avoir une vie professionnelle, est-ce qu'un jour je regretterai pas 3 petits points. Et au point de départ, j'ai un peu refoulé toutes ces questions-là parce que j'avais peur qu'elles me volent en fait ce coup de foudre que j'avais eu, et qu'elle m'empêche de me réaliser. La seule chose, c'est que en fait, on peut pas se construire sur du refoulement. Il y a un moment, ça remonte. Et quand ça remonte, il faut accepter d'accepter ces tiraillements, ces conflits internes. C'est Freud qui dit que en fait, lorsqu'il n'y a pas de conflit, il y a qu'un seul moment où il n'y a pas de conflit, c'est la mort. Voilà. Donc là, il n'y a plus de conflit. Mais le conflit fait partie de notre vie psychique. Et en fait, il n'est pas anormal. Et il faut être capable, en fait, de pouvoir sentir les conflits internes et de pouvoir trouver un mode de résolution. Et donc moi, pendant la première partie, j'ai voulu fuir tous ces conflits. Le conflit de la confrontation à propre sexualité, et comment on fait lorsque on choisit le célibat, le conflit de se dire c'est le renoncement à une vie conjugale. C'est aussi quelque chose mais que je voulais pas trop voir. Et puis en fait, c'est revenu plus tard, au moment où mes amis, mes frères et sœurs prenaient cette décision de se marier ou rentrer dans la vie active. Et là, je me sentais en total décalage et j'étais mal. Et donc, il y a eu une phase un peu de reconstruction. J'ai quitté la vie religieuse pendant quelques mois. Je suis parti en Inde. Et là, j'ai commencé à me reconstruire et à rechoisir ce chemin qui un temps m'avait semblé un peu trop dur. T'as fait quoi du coup en Inde? Quand je suis parti en Inde, je suis parti aider chez les sœurs de Mère Teresa. En fait, ce qui a été déterminant dans ce choix, c'est que j'ai vu un reportage de Mère Teresa, c'était l'année après sa mort. Et je trouve que le visage de cette femme, de cette vieille femme, qui répond absolument pas au canon de la beauté, mais qui est extrêmement lumineux. Il y a une puissance et une cohérence de vie chez elle qui est bouleversante. Et je me suis dit, moi, si un jour je veux être prête, je vais être prête comme ça, en fait. Alors que moi, j'avais l'impression de sonner faux. J'avais l'impression qu'il y avait le masque de Barthélemy qui cherchait à coller à l'identité du prêtre, à jouer un peu son rôle. Et puis à l'intérieur, un être qui était un peu en souffrance et qui se trouvait dans un habit à la fois trop grand, trop large, dans lequel il était un peu gauche et qui se sentait pas ajusté, pas comme si l'habit était pas à sa taille. Et donc l'Inde, c'était aussi un pays religieux, mystique, fascinant, et puis c'était loin. En fait, j'avais besoin d'être loin de ma communauté, loin de mes parents, loin de mes codes,
et de me laisser la possibilité peut-être de tomber amoureux. C'est la possibilité peut-être d'imaginer une vie différente. Et ce qui était assez étonnant, c'est que alors que j'étais parti en civil, que je m'étais mis aucune barrière dans ce que je pourrais vivre là-bas, le besoin, je pense, d'appartenir à Dieu, une certaine forme de consécration, le besoin aussi d'avoir cette vie. Je pense que je suis retombé amoureux des évangiles, en fait, au contact de Mère Teresa, au contact des pauvres, dans un orphelinat qui s'occupait d'enfants handicapés physiques et mentaux. J'ai de nouveau eu envie de cette vie particulière qui est la vie de consacré. Mais pour moi, la consécration, tu vois, elle est double. C'est-à-dire que moi, je me sens à la fois consacré à Dieu, je lui ai donné ma vie, et au message des évangiles, mais je me sens aussi consacré aux autres. Avec, j'allais dire, sans limite. Et c'est une des dimensions qu'apporte le choix du célibat. Et là, tu restes combien de temps, du coup, en Inde? J'y reste pas très longtemps, j'y reste un peu plus de 3 mois. Mais ça a été de nouveau, tu vois, en fait, ce qui est étonnant, tu vois, je te disais, je sais jamais trop c'est quoi le début de ma vocation. Mais d'une certaine façon, le moment où je la refonde, ce moment-là, pour moi, il est déterminant. Il restera. Et il y a une petite anecdote, tu vois, qui est hyper touchante. Alors on croit à la providence, on croit pas. Il y a peut-être des gens qui disent le mec il voit Dieu partout. En même temps c'est normal, c'est mon job, hein, donc c'est pas mon job. En tout cas c'est ma croyance. Mais donc lorsque je suis à Calcutta, je rencontre une sœur avec qui j'ai beaucoup échangé, qui s'occupait des volontaires, qui s'appelle Sister Joy, et qui aura vu justement ce cheminement du type un peu paumé qui arrive, qui porte pas l'habit, puis qu'à la fin je l'avais dans mon sac quand même, donc j'ai remis mon habit les derniers mois, enfin le dernier mois, et donc elle a été témoin de ça. Et le jour de mon ordination, donc plusieurs années après, donc je quitte l'Inde, je retourne en France, je rentre à nouveau dans la congrégation, je finis mes études de théologie et je suis ordonné prêtre. Et je suis ordonné prêtre dans un petit village qui s'appelle Ars, au nord de Lyon. Et 10 minutes avant la célébration, il y a 4000 personnes dans la basilique. Je vais prier devant les reliques du curé d'Ars. Donc je prends un petit temps de prière, je me lève, je me retourne et derrière moi, il y avait Sister Joy. Elle venait d'être envoyée par les sœurs de Mère Teresa pour fonder le couvent de Lyon et elle est partie avec ses sœurs sur le tombeau du curé d'Ars. Donc ne sachant absolument pas, j'avais pas eu de contact avec elle pendant toutes ces années. Et c'est vrai que pour moi c'était un moment absolument merveilleux, complètement. Ça me donne des frissons. Ouais, mais c'était fou, c'était complètement fou et je l'ai plus revu depuis. Mais c'est comme le ouais, il y a des signes. Ouais, un signe. En tout cas, pour moi, c'était un signe absolument bouleversant. On s'est juste pris dans les bras. Je lui dis que j'allais être ordonné prêtre, et puis elle pouvait même pas rester parce que une célébration d'ordination, ça dure plusieurs heures. Et puis donc c'était. Je dois beaucoup à ce lieu qui est Calcutta. Et je pense qu'un jour j'aimerais y retourner parce que c'était un moment où j'ai revécu. Tu parlais du corps tout à l'heure. J'ai revécu progressivement dans mon corps exactement ce que j'avais vécu. Au moment de cette rencontre avec cette jeune femme à Marseille. C'est un sentiment de plénitude, la conviction en fait, tout bêtement qu'on peut être heureux et rempli. Mais cette conviction à Calcutta, elle a été aussi burinée par plusieurs années, par ces conflits internes, par la conviction en fait que ce bonheur c'est pas un ciel sans nuages, qu'il est le fruit d'une construction progressive, mais qu'il est possible. Donc c'était un bonheur plus mûri, c'était un truc moins naïf, moins fleur bleue, moins romantique. C'était quelque chose de plus stable, de plus mûr. Tu vois, c'est amusant. C'est Marie-Hortense Varin que j'ai interviewée récemment, qui est une femme brillante intérieurement et extérieurement, et qui elle donc a grandi dans une famille très catholique et compagnie. Et elle a
au moment de plus que l'adolescence, quand jeune adulte, elle a eu besoin de prendre du recul et un peu de se dégager de toute la religion pour pouvoir vraiment y revenir de façon consciente et réfléchie. Et aujourd'hui, elle en parlait dans le podcast, elle disait que c'était vraiment quelque chose de très important dans sa vie aujourd'hui, mais qu'elle avait justement besoin de s'en éloigner pour pouvoir revenir avec un choix et pas le dire bah voilà, je suis catholique parce que mes parents étaient catholiques, et que c'était vraiment quelque chose de consenti, de réfléchi. Ouais, mais moi j'ai eu d'une certaine façon le même chemin. Et c'est vrai que quand tu me parlais tout à l'heure de cette idée de suivre sa petite voie, hein, parce que je pense que on est tous à la recherche d'une cohérence interne, et c'est dans la mesure où on arrive à rentrer à l'unisson avec ce qui est à l'intérieur de nous qu'au fond on peut être je veux dire fécond, porter du fruit autour de nous, et parce qu'il y a cette recherche de cohérence. Et régulièrement, qu'est-ce que c'est qu'une crise? Une crise, c'est un moment où tu es en dissonance et tu vas avoir besoin de retrouver en fait ta tonalité, ta voix, VOIX ou VOIE, et peut-être même les deux. Et donc ça c'est vrai pour moi un moment déterminant. C'est ce voyage en Inde et ces personnes que j'ai rencontrées là-bas, cette expérience et ce retour à une plus grande cohérence. Et donc là, t'es ordonnée prêtre, donc tu vis avec d'autres personnes, mais donc, vous vivez dans un appartement, dans un monastère, comment ça se passe? Alors, on vit pas dans un monastère, parce que le monastère, c'est les personnes qui choisissent de vivre en communauté, mais qui ont une vie uniquement contemplative et dont le seul rapport au monde, c'est l'hôtellerie, c'est-à-dire c'est l'accueil, c'est permettre à des gens de venir pendant quelques jours ou quelques semaines participer à ce climat-là. Nous, on est, j'allais dire, des petits oasis de prière au cœur des villes ou au cœur de la vie. Donc nous sommes 7 ou 8, on parle de couvent, hein, okay. Et on a une vie à la fois communautaire et en même temps une vie qui est tournée vers les autres, qui peut être à la fois comme aumônier dans une école, aumônier dans un hôpital ou curé de paroisse, comme moi je suis aujourd'hui curé de paroisse, c'est-à-dire responsable d'une communauté chrétienne sur une zone géographique déterminée. Je suis à Boulogne-Billancourt et cherchons à faire vivre cette communauté. Et avant du coup d'être curé de la paroisse là, à Sainte-Cécile, tu faisais quoi du coup Alors mon premier poste c'était d'être vicaire, c'est-à-dire assistant du curé dans une paroisse rurale entre Compiègne et Soissons qui s'appelait Attichy. Et là, je vais pas être super heureux. Alors c'est assez étonnant parce que le jour de mon ordination sacerdotale, la rencontre avec Sister Joy, cette célébration, et pendant plusieurs jours je vais me sentir vraiment profondément à ma place, tellement heureux d'être prêtre, de célébrer la messe en me disant ouais, ce que j'ai cherché de façon incoative il y a 10 ans, aujourd'hui voilà, ça y est, c'est ça. Mais je vais être envoyé dans un endroit où ça va être assez dur pour moi parce que la déchristianisation en France dans les campagnes, elle est extrêmement forte. Donc si tu veux, je suis ordonné prêtre, je célèbre quelques jours après la première messe dans la paroisse où je suis envoyé. Dimanche matin, c'est le mois d'août. Il y a quoi, 15 personnes. Sur les 15 personnes, je pense que sérieusement la moyenne d'âge est à 70 ans. Et ça c'est vrai, à la fin de la messe, il y a une dame qui vient me voir, elle m'attend et elle me dit: j'ai rien compris à votre homélie, mais ça fait plaisir de voir un jeune. Et là tu dis waouh. Tu tombes de haut, quoi, tu vois. Tu tombes de haut. J'avais pas imaginé ça. J'avais pas imaginé ça parce que moi je m'attendais à ce que là je prends conscience, et en même temps je pense que c'était aussi une très bonne expérience parce que je prends conscience que qu'il va falloir le pape François dit aller aux périphéries, c'est-à-dire que aujourd'hui on n'est plus dans une société chrétienne où le prêtre est là au cœur de son église, il attend que les gens viennent en fait. Donc si nous on va pas au contact des gens, les gens viendront pas dans l'église. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a donné envie de répondre à ton podcast. Moi je m'en fous que mes paroissiens écoutent le récit de ma vie, mais en revanche s'il y a quelqu'un qui me dit bah moi j'ai jamais rencontré un prêtre, j'ai jamais écouté un prêtre, et là tiens ça m'a donné l'occasion de participer à son itinéraire intérieur, mais dans ce cas je serais très content. Et donc je fais cette expérience un peu violente que, grosso modo, l'Église catholique, c'est un EHPAD en France.
Voilà. Et que en dehors de petits endroits, notamment en région parisienne ou dans les grandes villes où la pyramide des âges est à peu près respectée, en fait non, il y a eu une rupture de transmission de la foi. Il y a un excellent livre de Guillaume Cuchet qui s'appelle Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Donc il est historien et je crois sociologue, en tout cas historien, et qui explique ce décrochage. Et donc moi je me prends ce décrochage en pleine figure, c'est-à-dire pendant 10 ans tu te formes, etc. et tu as envie d'apporter la bonne nouvelle, et là tu te rends compte qu'en fait tu apportes la bonne nouvelle à quelques personnes qui y croient encore, mais qui ont plutôt 70 ans que 25. Et donc ça a été un petit peu dur, dur aussi parce que je connaissais pas la ruralité, parce que tu t'occupes de 28 clochers sur 40 km de distance, que tu t'occupes de plein de micro-communautés, et puis il y a un rapport au temps qui est... Moi, j'étais arrivé avec plein de naïveté, je voulais complètement changer, par exemple, la préparation au baptême. Donc je réunis l'équipe paroissiale et je dis, voilà, j'ai été voir des choses qui se passent dans d'autres paroisses, on pourrait faire comme ci, comme ça, et puis à mon avis, faut arrêter la façon de faire. C'était un peu la préparation au baptême dans la paroisse où j'étais, c'était un peu les alcooliques anonymes, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait un grand cercle, tout le monde se mettait là, et puis chacun se posait, bonjour, je m'appelle Audrey, bonjour, je m'appelle machin, tu vois. Donc je trouvais ça mais anti-naturel. Et après on leur posait la question, c'était pourquoi vous voulez faire baptiser votre enfant? Et en fait, il y en a beaucoup, ils savent pas répondre à cette question. Donc ils sont un peu, en fait, d'une certaine façon, le but d'une préparation baptême, c'est qu'à la fin ils comprennent pourquoi ils ont envie de le faire, tu vois, mais pas leur poser de but en blanc. Donc si tu veux, chacun se passait le micro, c'était mais mortel. Donc j'étais arrivé en disant on pourrait faire ça autour du dîner, il faudrait que ça soit plus convivial, bref. Donc plein d'ardeur, le Barth. Et puis t'as une personne du conseil paroissial qui me regarde, puis Barthélemy, vous êtes là depuis combien de temps? 3 mois? Vous allez rester là depuis combien de temps? 3 ans? Ok, moi ça fait 30 ans que je suis là. Et là je me dis, le rapport au temps et à la transformation, et en même temps c'est ce que je vis aussi de façon différente comme curé de paroisse, faire changer une communauté, c'est super dur. Donc je me prends la moyenne d'âge, je suis dans un EHPAD, je me prends en fait le fait que transformer une communauté et ses habitudes, c'est extrêmement dur. Et là je me dis mais j'ai l'impression d'avoir une montagne qui s'écrase sur moi, et donc ça a été un moment un peu difficile. Et ça a remis en cause le fait d'être prêtre ou... Alors ça absolument pas. J'ai eu cette chance, c'est que autant entre dans les 10 premières années de ma vie religieuse, donc entre 18 ans et 28 ans, la question de savoir est-ce que je suis à ma place a été vraiment difficile, avec des moments où je me dis mais voilà, le deuil du mariage, le deuil des enfants, enfin tout ça, ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Mais oui, non, depuis que je suis ordonné prêtre, je me sens heureux comme prêtre. Alors il y a des choses qui sont difficiles, mais je me sens pas, non, ça s'en est pas venu à me faire douter. En revanche, j'ai trouvé que le job du prêtre aujourd'hui était sacrément dur, parce qu'on n'est pas attendu, parce qu'il y a aussi beaucoup de. En fait, le paradoxe de la France, c'est que c'est une culture qui a été chrétienne, qui ne l'est plus, et qui est un peu comme l'ado, tu vois, qui veut un peu secouer les valeurs de ses parents. À la limite, c'est plus facile de se dire aujourd'hui je suis juif, je suis musulman, etc., que de dire je suis catho. Tu vois, t'as comme une espèce de honte d'appartenance au catholicisme, parce qu'on a vu aussi des fruits amers qui sont sortis de l'histoire de 2000 ans de christianisme, et que du coup on a besoin de rejeter un peu ça, tu vois, pour dire et donc en fait on est face à pas mal de défenses, pas mal de résistance, et que c'est pas toujours facile d'arriver. Moi, souvent je dis que on a un super produit dans l'Église catholique, c'est l'Évangile. Mais vraiment un super produit. Ça fait 2000 ans que la parole de Jésus inspire des gens et continue d'inspirer, et qu'elle est révolutionnaire, et qu'elle garde une forme de fraîcheur et de modernité. Mais on a un vrai problème de packaging. Ouais. C'est drôle parce que
j'avais pas fait le lien, mais c'est un petit clin d'œil du destin. C'est que hier soir, j'ai regardé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, film que j'avais pas vu, enfin j'avais jamais vu, mais bon, forcément beaucoup entendu parler. Et tu vois le prêtre dans ce film, et c'est tellement un cliché et il y a un moment, il y a la femme qui va se confesser parce qu'elle en peut plus, parce que ses filles, elles sont toutes mariées avec. Il y en a aucun qui est marié avec un catholique, il y a un juif, il y a un musulman et il y a un chinois. Et la dernière, elle est célibataire et elle en peut plus, elle désespère. Et là, t'as la femme qui est dans le confessionnal et t'as le prêtre qui est avec son iPad en train de faire ses courses, en train d'acheter sa soutane, tu vois. Et avec le prêtre qui est en mode complètement déluré, un peu une version du prêtre dans La vie est un long fleuve tranquille. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans le cinéma, dans tous les codes, et puis t'as aussi encore tendance, moi je vois, on s'est marié à l'église, on a baptisé nos enfants et tout. On a rencontré des prêtres absolument mais extraordinaires, mais des gens mais d'une inspiration incroyable. Et on a rencontré des personnes où tu te dis mais c'est à t'en dégoûter de la religion en fait. Et c'est ça qui est difficile. Du coup, c'est que tu te dis en fait forcément la religion est représentée par des hommes et des femmes, mais bon quand même plus par des hommes dans le quotidien quand tu vas à la messe. Mais est-ce que tu dirais pas ça aussi de la politique? Tu vois, dans la politique, t'as des gens qui sont inspirants, puis t'as des gens qui. Moi, la politique, j'ai lâché en fait. J'ai lâché. Je donne pas de nom, mais si tu veux, la politique, c'est aussi un lieu où t'as beaucoup d'idéaux. J'imagine que quelqu'un qui s'engage en politique, c'est parce qu'il a envie de transformer son pays, c'est parce qu'il a envie de transformer la société, parce qu'il est porteur de valeurs. Et donc, dès que t'as des idéaux qui sont forts, tu peux avoir aussi des caricatures qui sont extrêmement fortes. Et c'est vrai pour la religion. Moi, t'as des figures de prêtres qui me donneraient envie de fuir, hein. Vraiment. Ouais. Où j'ai l'impression qu'ils sont dépressifs, alcooliques, tu vois. Et je parle même pas de. Il y en a qui le sont, hein. Je sais, il y en a qui le sont. D'ailleurs, il y avait une étude extrêmement intéressante qui a été faite par le journal La Vie l'année dernière sur la santé des prêtres et qui révélait que tu as 3 fois plus de prêtres dépressifs statistiquement qu'en population générale. Donc, tu as 3 fois plus de chances d'être dépressif quand t'es prêtre que si jamais tu ne l'es pas. Ce qui est quand même paradoxal, parce que tu pourrais te dire, non, c'est l'espérance. Non, mais c'est dire aussi, ça parle de quoi? Ça parle de la transformation de la situation du prêtre dans la société. C'est-à-dire que il y a 50 ans, le prêtre, effectivement, il avait des renoncements. À une vie familiale, etc. Mais en même temps, si tu le prêtre, le maire, l'instituteur, enfin si tu t'avais quand même une forme de, on les croise dans la rue, on les reconnaît, ouais, bien sûr. Tu vois. Donc du coup, en fait, on peut renoncer à des choses à partir du moment où on est fécond. Mais si tu touches plus ta fécondité, à quoi ça sert tes renoncements? Toi, tu renonces à tous les mecs BG que tu peux croiser. Pourquoi? Parce que t'acceptes ces renoncements parce que t'es heureux dans ton couple. Et au moment où tu seras plus heureux dans ton couple, tu pourras peut-être éventuellement te questionner. Et là, c'est pareil. Quand tu touches plus ta fécondité, ça secoue. Ça secoue. Et c'est pour ça que, étonné que aujourd'hui un prêtre, il est dans la rue, on lui sert des messieurs en permanence, tu vois, c'est rude, tu vois. Donc la place du prêtre dans la société a tellement changé que effectivement pour certains, ça a été, on les attend plus, on sait plus qui sont. On vit dans un monde où l'athéisme est quand même extrêmement présent, le matérialisme aussi. Donc du coup, la religion, ça sert à quoi? Est-ce que je suis pas un dinosaure en voie d'extinction? Et des fois, je me le dis. Hein. C'est après le dernier des Mohicans, on pourrait faire un film qui s'appelle Le Dernier Prêtre. Moi, je crois, tu vois, alors, en dehors du fait de croire en Dieu, je crois qu'avec tout ce qu'on traverse en ce moment, avec le Covid, il y a quand même beaucoup de crises existentielles. Je crois beaucoup au fait qu'en fait, les gens ont besoin de retourner dans une spiritualité, de pouvoir se raccrocher. Ah mais moi, j'y crois, autrement je serais pas là, tu vois. Mais tu vois, après il y en a qui appellent ça, qu'il y a des gens qui disent Dieu, chacun va avoir un terme différent ou une croyance différente. Mais je vois de plus en plus de gens, tu vois, qui en effet se disent j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose parce que sinon l'espoir, ils ont du mal à le trouver. Ouais, alors tu vois, je sais pas si c'est le moment d'en parler maintenant, mais donc dans les moments où il a fallu que j'écoute ma petite voix, il y a eu le moment de ma vocation, il y a eu le moment où j'ai accepté de prendre le risque de quitter la vie religieuse pour aller
me questionner et retrouver ma vibration et ma voix. Et puis j'ai quand même eu ces dernières années une confrontation avec quelque chose qui a pas été une crise de foi, qui a pas été une crise par rapport à ma vocation, mais qui a été une authentique crise, qui est la prise de conscience des abus sexuels dans l'Église, et qui a été un bouleversement terrible, puisque si tu veux, à l'âge de près de 28 ans, à peu près au même moment où j'ai été ordonné prêtre, on va découvrir que le fondateur de la congrégation à laquelle j'appartiens fait partie de ces prêtres abuseurs et qui ont à la fois eux-mêmes commis des abus, mais qui ont aussi permis des abus au sein de et là c'était un moment extrêmement dur, extrêmement violent. De prise de conscience que la maison dans laquelle j'étais rentré n'était pas une maison qui était sûre, et qu'il y avait eu à la fois une complicité institutionnelle pendant des années, et le rapport Sauvé qui a été publié au mois d'octobre le montre dans des proportions qui sont effarantes. Quand on parle de 330 000 victimes en l'espace de 70 ans. Alors je sais qu'il y a un certain nombre de catholiques qui contextent les chiffres en disant que les statistiques c'est pas une science dure. Mais enfin, en tout cas, rien que le fait qu'il y en ait 5, 10, 20, c'est déjà trop, quoi. Bah, il y en a, ouais, et puis là, on parle quand même de beaucoup plus. Et donc ça a été un moment aussi, assez dur. Il se trouve que, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à entendre, les premières victimes, d'abus, et très vite, j'ai porté crédit à leurs paroles. Et ça a pris de plus en plus de place dans mon ministère, au point que j'ai pris la décision il y a maintenant 3 ans, pour comprendre ce phénomène, de m'inscrire à la fac et de reprendre des études. Quand tu dis comprendre ce phénomène, c'est comprendre comment un homme peut en arriver à là, ou comment aider les personnes qui sont victimes, ou les deux d'ailleurs? En fait, c'est les deux. En fait, il y a eu plusieurs choses. J'ai toujours aimé la psychologie. C'est toujours été quelque chose qui m'a intéressé, parce qu'en fait, je pense que il y a une dimension profondément humaniste dans je trouve le rôle du prêtre. Le prêtre, c'est celui qui accompagne une communauté chrétienne dans ses moments de joie, dans ses moments de peine. Et donc cette passion pour l'humain, je la retrouve dans la psychologie, et elle était à la base de ma vocation. Je me suis toujours dit, le prêtre, c'est un homme qui cherche à aimer comme Jésus. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas du tout un mec qui est sur une île tout seul avec un bouquin en train de prier. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en relation et qui cherche à conduire les gens vers la présence de Dieu qui est en nous, parce que pour moi, c'est une conviction. Et donc très vite, face à ce bouleversement, face à ces incohérences, tu vois, quelqu'un en qui tu as cru, tu vois, qui t'a formé, qui était un modèle, qui t'est présenté. Moi, je me souviens qu'il était quasiment présenté comme un saint. Je me dis, mais comment c'est possible? Enfin, l'inhumain de l'humain, c'est ça qui m'a fasciné et qui m'a questionné. Et donc du coup, au bout de quelques années à entendre des victimes, à voir aussi la difficulté systémique de l'institution à bouger. Tu vois, ce que tu pourrais dire, en fait, c'est tellement simple. Il devrait, t'as un prêtre machin, tu le fous dehors, punto basta, c'est fini. Pourquoi l'Église a du mal à bouger? Pourquoi il y a cette phase de déni? Enfin, pourquoi? Comment on a pu en arriver là? Et donc du coup, j'ai voulu m'inscrire à la fac. J'ai commencé par 3 années de psychologie à l'Institut d'études à distance de Paris 8. Donc là, c'était une période où j'ai peu de contact avec les étudiants. Et puis là, depuis le mois de septembre, j'ai eu la chance d'intégrer l'Université de Paris et l'Institut de psychologie de Paris Descartes. Donc là, je me retrouve en master et je fais une formation de psychologie clinique et de psychopathologie psychanalytique avec un sujet de recherche qui est sur les abus sexuels et la relation d'emprise. Et là, quand t'arrives du coup en amphi, tu t'y vas habillé comment? Alors, ça a été une grosse discussion intérieure l'année dernière de dire est-ce que je dis que je suis prêtre ou pas.
ce que j'avais pas fait à Paris 8. Et j'avais pas besoin de le faire parce qu'on voyait peu les étudiants, on était derrière nos écrans et on était sur des forums, donc tu mets un pseudo et puis bah ça passe. En fait j'avais très peur du regard des gens, j'avais peur d'être un peu catégorisé, peut-être même qu'il y ait de la discrimination, c'est-à-dire que bon, la psychologie et la religion ça va quand même pas ensemble. Et je vois bien au moment où j'ai dit même à mon évêque ou à mon supérieur général que je voulais faire des études de psycho, j'ai senti un peu parfois, même certains de mes paroissiens, ils m'ont dit mais vous allez quitter la vie religieuse? Je dis non, je vais juste faire des études de psychologie. C'est parce que je fais de la psychologie que j'ai perdu la foi. Tu sais, t'as cette idée que c'est antinomique en fait. Tu vois, ça tu vas voir le psy, ça tu vas voir le prêtre, mais ça cohabite pas ce truc. Et moi je suis persuadé qu'il faudra faire un pont et je suis persuadé que l'Église aujourd'hui a vraiment besoin de la psychologie comme un complément de formation. Et donc du coup j'ai dû si tu veux assumer un choix qui semblait pas évident autour de moi. Donc j'avais, si tu veux, ça suscitait de la crainte dans ma communauté d'appartenance et j'avais peur de pas être reçu en face, tu vois. Donc pendant 3 ans, je fais des études de psychologie, mais personne ne sait que je suis prêtre. Et puis là, en septembre, l'année dernière, au mois de juin, quand je m'inscris, se poser la question est-ce que je vais mentir pendant 2 ans à la fois aux étudiants et aux profs que je vais voir direct? C'était juste pas possible, tu vois. Donc du coup, j'ai écrit dans ma lettre de motivation, en présentant mon histoire, en présentant le fait que j'étais prêtre, le fait que la psychologie était venue dans un questionnement sur la gravité et l'importance des abus sexuels dans l'Église, et une volonté de comprendre, et en leur disant est-ce que vous me prenez avec ça, quoi. Et en fait j'ai été pris. Donc ouais, c'est super. Et après j'ai pris la décision d'y aller en civil. Parce que j'ai envie d'être considéré comme un étudiant comme les autres et je suis pas là pour faire de l'évangélisation, je suis pas là pour convertir les gens, je suis pas là pour je suis là pour comprendre en fait, je suis là pour recevoir, je suis là pour écouter et j'arrive pas avec mon savoir. Je pense que c'est aussi parfois une posture un peu terrible de certains chrétiens d'être tellement convaincus de la vérité en laquelle elles croient que au fond ils sont là à attendre à ce que les gens viennent vers eux, mais voilà. Donc je voulais pas donner cette posture un peu arrogante. Et donc voilà, j'avais envie de me fondre dans la masse. Donc et en même temps, lorsque il y a un début de TD et que chacun se présente, je dis bonjour, voilà, je m'appelle. Alors je dis mon nom civil, Nicolas, mon prénom civil, et je suis prêtre. Et alors, faut voir un peu la tête des gens, c'est assez marrant. Et justement, c'est un sujet dont je voulais qu'on parle. Donc, aujourd'hui, donc ton nom c'est le père Barthélemy, mais tu t'appelles en vrai. Tes parents t'ont baptisé Nicolas. Comment ça se fait? Enfin, je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la religion, de prendre des. Ça se fait dans la vie monastique. Dans la vie monastique, il y a cette volonté de montrer que tu as un changement de vie et ce changement de vie se manifeste par un changement de prénom. Moi, j'étais très friand de ce truc-là à 18 ans. Je pense, tu vois, je te disais au début, je racontais ma vocation comme une rupture. Aujourd'hui, je la manifeste davantage comme une continuité. Donc à ce moment-là, c'était important. Voilà, c'était plus Nicolas, c'est Barthélemy. Je suis quelqu'un de nouveau. Après, tu te rends compte vite en fait que le changement de nom, ça change pas ta personne. Ah bon? Et que c'est difficile de tu vois d'évoluer, de changer, etc. Donc il y a une petite artifice verbal à travers ce changement de nom. Aujourd'hui, je suis moins attaché à ça. Je suis content quand mes parents m'appellent Nicolas parce qu'en fait ça me montre aussi voilà, c'est une autre façon de parler de mon histoire. Et eux, comment ils l'ont vécu quand t'as décidé de changer de prénom? Je crois que c'était un peu raide pour papa. Mais après j'aurais jamais demandé, donc il m'appelle Nicolas Barthélemy en fonction un peu des situations. Lorsqu'il y a du monde, ils m'appellent Barthélemy, mais ils peuvent m'appeler encore Nico et tout me va. Ouais. Et donc là, il te reste. Donc là, tu viens de commencer donc ton master là en septembre dernier. T'en as pour 3 ans? J'en ai pour 2 ans. 2 ans. À moins que je fasse une thèse après. Et là, comment t'arrives par rapport à tes responsabilités, comment t'arrives à joindre les deux choses? Alors là, je prie pour ne pas faire un burn-out. Concrètement, c'est un peu compliqué de tenir de front une grosse paroisse avec 2500 paroissiens. Et ce projet-là, j'ai la chance d'être aidé. Et en fait, il faut que j'apprenne. J'ai ressenti vraiment ça comme un appel, ces études de psycho. Et là aussi, quand je suis arrivé à la fac, c'est marrant, ça m'a pas fait ça les 3 premières années, mais là, ça me l'a fait de façon très forte. J'ai senti que j'étais à ma place. Que j'étais à ma place parce que
j'apprenais des choses qui viennent m'apporter des réponses à des questions que je me pose depuis plusieurs années. Sur qu'est-ce qui peut conduire une personne à mettre sous emprise, qu'est-ce qui conduit une personne à accepter d'être sous emprise, comment éviter, comment permettre aussi auprès d'avoir une meilleure formation, enfin tous ces éléments-là, j'ai l'impression et donc je sais que je suis bien. Après, il faut que j'accepte aussi pour aller au bout de cette expérience d'université, de lâcher des choses, et ça m'est difficile. C'est-à-dire de plus déléguer, c'est-à-dire de pas tout contrôler, c'est-à-dire d'accepter aussi de moins bien faire. Par exemple, je sais que moi la prédication de dimanche c'est quelque chose d'extrêmement important. Je passe beaucoup de temps à préparer mes homélies, mais en même temps, si tu rajoutes 22 heures de cours plus 7 heures de stage par semaine, tu peux plus travailler de la même façon. Et donc il y a un petit travail de deuil. Et ça m'a pas été facile. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel j'essaie un petit peu d'évoluer, de plus faire confiance aux prêtres qui sont avec moi, qui me soutiennent. Alors, ils savent que c'est important pour moi ces études, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des gens qui m'aident, mais du coup, faut accepter de renoncer. Ouais. Et est-ce que là, tu célèbres des messes tous les jours? Alors, je célèbre presque des messes tous les jours, en tout cas tous les week-ends. Par exemple, le jeudi, là, c'est compliqué parce que je commence mes cours à 8h30, je finis à 20h30. Voilà. Donc, je célèbre pas la messe en public, mais c'est habituellement, c'est sûr, je célèbre la messe tous les jours. Ouais. Et là, donc ça va permettre ce master, ça va te permettre de trouver des réponses à des questionnements. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire en plus avec ça après, ou tu as des idées? Alors je dis, pour moi, il y avait 3 dimensions. La première dimension, c'était une dimension pour ce projet d'études, c'était une dimension de curiosité. La deuxième dimension, c'était la conviction que comme prêtre, en fait, on est mal préparé dans notre formation initiale. C'est-à-dire la formation initiale, elle est extrêmement théorique. C'est de la philosophie, mais la philosophie, quand je te parle de philosophie, je te parle pas simplement de cours d'éthique, hein, je te parle de métaphysique, donc je parle de Kant, de Heidegger, enfin, c'est des trucs un peu solides, et puis de la théologie. Mais un peu comme si le prêtre c'était un futur prof de théologie, de philosophie, ce qui est absolument pas notre business. La réalité de ce qu'on vit, c'est de l'accompagnement, c'est de diriger des projets, et ça fait 80% de ce que. Il y a énormément de choses que j'ai appris dans ma formation initiale que j'ai totalement oublié. Tu vois, je sais pas, la notion de périchorèse chez les pères cappadociens. Là, tu m'as perdu. Ouais, mais moi aussi, je me suis perdu, tu vois. Donc, je pense qu'il nous manque quelque chose dans la formation initiale qui est plutôt du niveau de l'humain, parce qu'en fait, de l'accompagnement des autres, de la capacité à accompagner, et y compris, moi, je pense pas que le prêtre doit être un psychologue. Les psychologues ont une formation propre, mais en même temps, je pense que le prêtre, à cause de toutes les situations qu'il est invité à rencontrer, qu'il est amené à rencontrer, quelqu'un qui perd un enfant, mais aussi quelqu'un qui peut-être fait, je sais pas, une bouffée d'éléante aiguë et qui est dans une phase de crise mystique, il faut s'assurer que, enfin, faut être capable de renvoyer un peu comme garde de triage, tu vois. Et donc, si le prêtre n'a pas un minimum de capacité de diagnostic lorsqu'il est face à du pathologique, en fait, il risque de se mettre sur un champ qui est pas le sien et de faire des bêtises. Donc, moi, je voulais compléter cette formation. Et puis après, le dernier aspect, c'était comprendre comment une institution qui est porteur de valeurs aussi belles a pu engendrer des monstres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce que je veux en faire? Je sais pas encore très bien. Ça dépendra aussi de comment je vais évoluer, de comment je vais cheminer. Je pense que pour une part, j'aimerais travailler à la prévention, à la formation et aux soins des situations d'abus sexuels ou d'emprise psychique, parce qu'il y a aussi des phénomènes un peu d'emprise qui expliquent. On a beaucoup parlé, qui explique la gravité de la crise que nous traversons. On a beaucoup parlé des abus sexuels sur mineurs pendant des années, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a aussi des situations d'emprise sur adultes, hein, et qui
dont on parle moins, mais qui sont quand même réels. Et donc ces trois mots-là, en fait, sont des mots qui me parlent. Prévention, formation et soins. Et j'aimerais, enfin, je suis en train d'essayer de spécialiser dans la question de la victimologie. D'accord. Et là, aujourd'hui, maintenant que tu disais que ton évêque, quand tu lui en avais parlé de ton projet de faire des études, au début, il était un peu réticent. Maintenant, quand t'as dit que tu voulais continuer à faire un master, comment ils ont accueilli ça? Compréhension, intérêt, mais je me sens pas forcément. Enfin, je le tiens au courant de ses études, mais je sens pas encore une sorte de, comment dire, je sens un mix entre de l'intérêt et de la méfiance encore. Voilà. Mais ça, c'est lié à l'histoire de l'Église et de son rapport à la psychologie. Donc j'ai l'impression d'être un peu pionnier. Je te disais, les réactions auprès de mes paroissiens de me dire, mais vous faites de la psychologie, mais vous cherchez un métier, vous voulez plus être prêtre. Je dis, non, en fait, j'ai juste besoin de. Enfin, je pense que c'est important aujourd'hui d'en faire, mais rassurez-vous, en fait, on peut avoir la foi et faire de la psycho. En fait, c'est pas. Je remplace pas ma foi, en fait, juste comprendre autrement. J'enrichis. J'enrichis. Ouais. Ouais. Et Augustin, donc c'est Augustin de Michel et Augustin qui m'a recommandé de t'interviewer, me disait que tu étais acteur dans un prochain gros film. Alors je peux pas trop en parler. C'était petit teasing, mais je peux pas trop parler de fait. Enfin, il y a j'ai rencontré l'année. Enfin, comment ça s'est passé? L'année dernière, il y a quelques années, Augustin, c'est un peu décousu. J'organise depuis plusieurs années un événement qui s'appelle le Dimanche des Curieux. Et ce dimanche des curieux, j'invite les paroissiens à venir à la messe. Il y a quelqu'un qui connaît pas l'église. Et ce jour-là, je m'adresse pas à mes paroissiens, je m'adresse, et je m'en fous qu'ils soient 10, 20 ou 30 ou 40 ou 50 ou 100 dans l'église, mais je m'adresse à ceux qui ne viennent jamais à l'église, et on essaie de tout faire pour que les codes soient accessibles. Parce que tu vois, quand t'as pas été à l'église pendant 20 ans, tu rentres dans une église, t'as les gens, ils sont debout, ils sont à genoux, ils répondent des trucs, tu sais plus, le Seigneur soit avec vous, tu sais pas quoi dire, enfin tu vois. Donc en fait, Augustin m'a dit, en fait, quelqu'un qui va plus à l'église, il a perdu les codes, donc il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on lui redonne un petit peu une explication et qu'on lui permette de vivre ça autrement. T'as l'impression d'être disqualifié au bout de 10 minutes, quoi. Et donc, du coup, on a créé cet événement sur l'intuition d'Augustin. Et donc, depuis plusieurs années, une fois par an, les paroissiens viennent avec des gens qui sont pas croyants ou plus pratiquants. Dans ce cadre-là, un jour, Augustin a invité quelqu'un qui s'appelle Roberto Surleo, qui est producteur de comédie musicale, qui a produit la comédie musicale Lourdes sur la vie de Sainte Bernadette, et qui a actuellement produit la comédie musicale qui s'appelle Je vais t'aimer, à partir des chansons de Michel Sardou, qui est un type super, quoi, qui est un type extrêmement sympathique, un homme de foi, inspirant, etc., qui est venu. Et puis il se trouve que c'est un ami de Gad Elmaleh, et un jour Gad Elmaleh lui dit, tiens, j'aimerais bien pour un projet rencontrer un prêtre. Et là, je reçois un texto un jour, et Roberto a dû lui dire, ah bah écoute, j'étais dans une paroisse qui était sympa, et donc du coup je reçois un texto en disant, bonjour, je m'appelle Gad Elmaleh, je suis comédien, j'aimerais bien rencontrer un prêtre. Alors, comment tu réagis là quand tu reçois ça? Bah au départ, je pense que c'est un fake news, quoi. Une blague, ouais. Quelqu'un qui s'est un peu moqué de moi, mais Augustin m'avait envoyé un texto en me disant, tu dois être contacté, voilà, c'est pas une blague. Et alors je peux pas vous parler du projet parce que tant que lui communiquera pas dessus, je peux pas le faire. Mais ce que je peux d'ores et déjà dire, parce que c'est passé dans la presse, c'est que c'était une incroyable rencontre, qu'il a amené lui et moi, je pense, sur des sentiers totalement inattendus. Ça me fait penser à une parole du pape François. Il y a deux paroles du pape François que j'aime beaucoup. C'est quand il invite les chrétiens à être révolutionnaires. Et deux, lorsqu'il dit je suis là pour construire des ponts, je suis pas là pour construire des murs.
Et je trouve que c'est une image magnifique de ce que doit être un prêtre. Déjà, un prêtre, il doit essayer d'être un pont entre la terre et le ciel, mais aussi un pont entre les gens. Et cette rencontre avec Gad Elmaleh a amené à plein de choses. Déjà un magnifique échange spirituel. Moi, de meilleure compréhension du judaïsme, lui de découverte aussi, je pense, de la foi chrétienne, de ce que c'est que la conversion. Et il y a eu énormément de rencontres. J'ai eu la chance à travers lui, d'aller à la synagogue, de rencontrer Delphine Horviller, qui est une femme extrêmement inspirante, donc une des quelques rabbins femmes en France. Et il nous fait la joie au mois de septembre. Donc voilà, j'ai travaillé un projet avec lui, dans lequel voilà, je suis juste un petit intermédiaire avec qui il a échangé. Et puis il a voulu manifester sa reconnaissance pour cette rencontre et cet échange, et il vient le 13 décembre à Boulogne donner son spectacle qu'il joue en ce moment, qui s'appelle D'ailleurs, au profit de la paroisse, pour nous aider à collecter de l'argent. Donc une personnalité extrêmement généreuse, assez loin de peut-être de l'image que certains peuvent avoir. Extrêmement profond, quelqu'un qui lit beaucoup, qui est extrêmement curieux, passionné par la nature humaine. Et puis d'une certaine façon, c'est assez étonnant, parce que moi je pense que je suis devenu prêtre parce que j'aime cette nature humaine et que j'aime l'accompagner, et d'une certaine façon lui aussi, en fait, c'est un observateur de la nature humaine. Alors après, il a un autre média qui s'appelle l'humour, le stand-up, la comédie. Mais on s'est rencontrés sur plein de sujets, plein de sujets. Ouais. Et toi, tu disais tout à l'heure que ton rêve d'enfant, c'était d'être acteur. Eh ben, l'avenir vous dira si mon rêve a été réalisé. Et ce qui est amusant, amusant, je sais pas si c'est le mot, mais tout à l'heure tu disais que quand t'étais petit, t'étais assez timide, et finalement aujourd'hui dans ta vie quotidienne, quand tu célèbres la messe notamment, t'es quand même face à plein de personnes, et tu as dû du coup affronter cette timidité, ou ça a été quelque chose de tellement naturel qu'il n'y a pas eu de question? Non, je pense qu'il y a une part de travail sur soi qui était importante. Je pense que j'étais tiraillé entre un désir et un besoin de relation, et puis en même temps par beaucoup de peur. Donc j'allais dire face your fears, tu vois, c'est à la mesure où tu acceptes d'aller je pense que c'est en travaillant mes peurs que j'ai pu aussi prendre de l'assurance dans la prise de parole en public. C'est vrai que là aussi, alors, je disais avec Gad, je lui dis, c'est toi, tu fais les mêmes blagues tous les soirs, mais c'est un public qui est différent. Moi, j'ai le même public tout le temps, donc pour le fidéliser, c'est quand même sacrément plus dur. Hein. Donc mon job, il est beaucoup plus difficile. Et donc d'ailleurs, ça l'a fait marrer. Et c'est vrai, la prise de parole est quelque chose. T'as beaucoup de gens qui disent, moi, quand je vais à la messe, me fait chier, tu vois. Bien sûr. Ah ouais, ça, ouais. Tu vois, la première partie de la messe, t'entends des lectures qui ont été écrites il y a 3000 ans. Ensuite, t'as un mec qui t'endort en l'espace de 4 minutes. T'es mal assis sur ta chaise, t'as froid. Et puis la dernière partie de la messe, le mec il parle tout seul. Et à un moment, tout le monde se lève, tu sais pas trop ce qu'on fait. Et ensuite, on sort. Donc c'est sûr que il y a l'enjeu de qualifier la prise de parole. Elle est aujourd'hui extrêmement importante dans un monde des cliniciens. Et puis dans un monde où en fait tout est intense. Quand tu regardes les formats vidéo sur internet, ils sont très courts, ils sont toujours coupés pour que ça soit t'aies le maximum d'informations, même visuelles, pour que tu sois stimulé. Donc en fait la messe, c'est l'anti Insta. Donc comment tu fais pour rendre attractif un truc qui est à l'antipode des codes qui répondent à la stimulation, aux émotions, aux sensations, et c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'Église catholique on est peu formé à la prise de parole en public, et moi je suis allé voir un petit peu ce que faisaient nos amis anglo-saxons et nos amis protestants, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Et j'ai cherché sans devenir la caricature du prédicateur téléévangéliste américain, et en même temps retrouver l'art de la parole. Et c'est quelque chose que j'ai cherché à travailler, qui m'a demandé de faire un travail sur moi. Et voilà, prise de parole en public, c'est pas une science, hein, c'est un art. Donc, je pense que j'ai progressé. Après, je pense qu'il y a encore du travail.
C'est vrai que c'est un vrai enjeu. Moi, je vois, tu vois, quand on va à la messe à Marseille, on a un prêtre qui est hyper pédagogue, à la fois avec les enfants qu'avec les parents. Et l'autre jour, on était à la campagne, mes parents disent aux enfants, allez, on va à la messe. Mais en même temps, enfin, je le connais, le prêtre de la campagne, et il a la moyenne d'âge de ses paroissiens. Et clairement, mes enfants ils me disent, on n'a pas envie, mais en même temps, je les comprends tellement parce que tu vis tellement pas le même moment. Et tu vois, en revenant à Marseille, c'était suite à mon burn-out. Quand je vais à la messe, j'ai l'impression de faire des moments de méditation. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de choses où je me dis ça résonne énormément entre tout ce qui est développement personnel, prendre du temps, réfléchir et tout. Et tu te dis ouais, finalement c'est alors moi je parle de la messe parce que c'est ce que je connais, mais j'ai un peu l'impression de vivre des moments de développement personnel avec des codes d'avant, mais finalement c'est cohérent. Ouais, ouais. Mais en fait, tu vois, la spiritualité, la religion, la foi, le développement personnel, la psychologie, euh, c'est des choses qui sont connexes, hein. Et donc ça s'exclut pas. Moi, ça m'est même arrivé, si tu veux, à un moment, c'est Augustin qui me dit, je me suis mis à petit bambou. Alors, je commence à le charrier en disant, mais attends, tu pries jamais, et tu te mets à petit bambou. Pourquoi tu commences pas déjà par et donc je me suis mis sur l'application petit bambou aussi un peu. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que dans les conseils qui sont donnés dans ces applications pour rentrer dans la méditation, t'en as 80%, peut-être même 90% que tu retrouves chez Sainte Thérèse d'Avila, chez Saint Jean de la Croix, chez Sainte Thérèse de Lisieux, tu vois, parce que ça parle de la présence à soi, ça parle du rapport à son corps, ça parle de la respiration, ça parle de l'ouverture à l'intériorité, et donc tous ces thèmes-là, tu peux déjà les vivre. Et ça m'arrive de dire à des paroissiens, mais t'as du mal avec la prière, écoute, commence par petit bambou, Ouais. tu vois, commence par retrouver le sens de la méditation et puis tu vas voir, ça va te conduire. Mais c'est important de voir justement si les cathos, on veut pas avoir l'impression d'être une forme de citadelle assiégée, tu vois, dans un monde qui est devenu post-chrétien, il faut plutôt travailler en termes de convergence qu'en termes de conflit. Et en fait, il y a plein de lieux de convergence. L'écologie est un lieu de convergence. La méditation est un lieu de convergence. La dimension, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire tous les éléments de la foi chrétienne et de l'Évangile qui peuvent inspirer des réflexions sur l'organisation de la vie sociale, c'est un point de convergence. Ouais. Donc ça, c'est nos points de force. C'est marrant, tu vois, l'été dernier, il y a 1 an et demi, j'ai suivi une formation de psychologie positive où il parle énormément de tout ce qui est gratitude. On parle énormément de la gratitude. Et nous, on appelle ça la louange. C'est pareil. Ouais. Et puis, en fait, je me disais, mais quand j'étais petite et que dans mon école, parce que j'étais dans une école catholique, on faisait le bénédicité avant chaque repas. Mais tu dis, mais en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est juste que la forme est différente, mais on faisait la gratitude de dire merci d'avoir la chance d'avoir à manger, tout ça. En fait, on le faisait moi, je le faisais quand j'étais petite. Et c'est vrai que je le fais plus aujourd'hui, quoi. Mais tu te dis, oui, en fait, il y a plein de choses où tu te dis, mais oui, mais c'est une évidence, quoi. Et aujourd'hui, comment tu écoutes ton intuition? Alors il y a une chose, moi je suis un peu pris dans une spirale en ce moment entre ma vie d'étudiant, ma vie de curé de paroisse, avec un projet immobilier sur le dos, etc. Donc c'est vrai que je sens que je traverse une période où je suis un peu en carence justement d'espace, de respiration intérieure, que j'essaie de recréer de temps en temps. Tout à l'heure, je te parlais de ce phare, je te parlais de la mer, je te parlais de ce lieu. Moi, je sais que cette rencontre avec la nature est un lieu essentiel et que la mer, pour moi, est un lieu essentiel pour me retrouver. Et j'ai besoin que plusieurs fois dans l'année, je sois soit au bord de l'eau, soit complètement sur un bateau, parce que c'est un lieu. En fait, ce que j'apprécie dans la navigation, tu vois, c'est que à voile, hein. Moi je suis pas sur un zod en train de faire le kéké devant les calanques de Cassis. Le bateau à voile, tu es obligé de te mettre au diapason d'une temporalité qui est pas la tienne. Et au départ, quand je monte sur un bateau, tu te retrouves sur un tout petit espace et tu contrôles pas. Tu as envie de te dire, je vais aller à l'île Dieu.
Et puis les vents te portent pas dans cette direction. Peut-être que tu vas être obligé de revoir ta route et prendre un cap différent parce qu'en fait le vent te porte pas là. Et pour moi, il y a une forme de sagesse de vie que je retrouve quand je suis sur un bateau, qui est de me mettre au diapason d'un temps qui est pas le mien. Et il y a quelque chose de contre nature qui me fait un peu violence, mais qui à la fin me fait du bien. Et c'est vrai que quand je suis sur un bateau, je peux ne pas regarder mon téléphone pendant 3 jours. Je peux et donc ces moments-là sont des moments où je pense où il y a des choses qui peuvent éclore en moi. Il y a un très cher ami avec lequel on fait chaque été 3-4 jours de bateau juste tous les deux. Puis c'est pas forcément un grand bavard. Philippe, c'est lui qui m'a initié à la voile et je sais que c'est comme une retraite en fait pour moi. C'est un moment où je peux laisser mes pensées un peu aller, venir, faire des liens, etc. Et donc ma lutte, c'est de préserver ces micros espaces pour que l'intuition puisse naître. Parce qu'autrement, on est tellement matraqué dans un rythme qui est artificiel qu'en fait, on peut en perdre. Une forme de bourdonnement, ce qui fait que t'entends plus. Ouais, on est d'accord. De l'acouphène. Ouais. Comment tu célèbres tes réussites? Avec des amis. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Je me suis dit au moment du sacerdoce, enfin, je veux dire, au moment de cet appel à 18 ans, et je me le suis dit aussi au moment de psychologue, pourquoi pas moi. Voilà, c'était ce choix de m'inscrire en psychologie. Je me souviens très bien du lieu où j'étais au moment où je me suis inscrit. J'ai eu l'impression d'ouvrir un nouveau territoire, quoi. C'est quoi pour toi la réussite? Être fécond. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de plus grande richesse que de rendre les gens autour de soi capables de leur transmettre une vie qui va les rendre eux-mêmes vivants et du coup eux-mêmes féconds. En fait, il y a ce côté de cascade. Qu'est-ce que tu penses que le petit Nicolas, parce que pour le coup c'était le petit Nicolas de 6 ans, dirait s'il te voyait aujourd'hui? J'aurais pas cru. Dans la vie, on dit on en a déjà parlé, mais je te repose quand même la question. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. T'en as parlé tout à l'heure, du coup, de ces renoncements au fait de se marier, d'avoir des enfants. Comment tu le vis aujourd'hui? Il n'y a pas de vie sans deuil, mais le deuil permet aussi justement à la vie de se manifester autrement. Et donc, comment je le vois aujourd'hui, je me vois père différemment. Ouais. Oui, parce qu'en même temps, on t'appelle mon père. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, c'était petite digression. Je me rappelle pendant le week-end de préparation au mariage, où en fait, je crois que je sais plus si c'est mon mari ou quelqu'un d'autre disait, mais quel est finalement ce qu'aujourd'hui, dans ce moment-là, il y avait un prêtre qui nous donnait plein de conseils sur la vie maritale et compagnie. Et je crois que non, c'est quelqu'un qui disait, mais en fait, finalement, de façon très simple, mais pas sans agressivité, quelle est en gros la légitimité d'un prêtre d'accompagner à la préparation au mariage, alors que finalement ils n'ont jamais été mariés. Et alors, qu'est-ce qu'il a répondu ou qu'est-ce qu'elle a répondu? Alors le prêtre a répondu que finalement il avait passé tellement de temps avec des couples qui étaient en crise ou pas d'ailleurs, qui passaient tellement de temps avec des couples que finalement il avait une science de la vie du couple que les couples eux-mêmes ne pouvaient pas avoir. Alors ouais, je suis assez d'accord, même si l'écoute ne remplace pas l'expérience, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression d'être ce qui me frappe, si tu veux, dans mon rôle de prêtre, dans mon métier de prêtre entre guillemets, c'est que je suis une forme d'observatoire
je pourrais faire des études de sociologie, tu vois, parce que les gens arrivent avec un degré de confiance qui fait qu'ils t'ouvrent leur cœur quasi immédiatement alors que tu les connais pas. Et ça c'est extrêmement bouleversant. Et c'est vrai que du coup, ça nous donne accès à plein d'expériences de façon immédiate, mais qui, moi j'aimerais, tu vois, si jamais tu vois, on se projette au monde de sa mort, c'est hyper morbide de faire ça, c'est pas bien, mais très narcissique aussi. Mais j'espère qu'on dira de moi que j'ai su devenir sage et riche de tout ce que tu entends, tu vois, t'as une forme de sagesse qui se dégage. Je pense pas qu'on puisse dire ça quand on a 43 ans, mais j'espère que je le deviendrai. Après, moi je trouve que c'est une femme. Tu vois, on a enterré le papa d'un ami il y a un peu plus d'un an, et bon bah forcément il y a eu le moment des discours de son fils, et je trouve que c'est intéressant. Tu vois, moi à ce moment-là, je me suis dit quand on m'enterrera, qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi, et tu vois, j'avais lu un livre où je sais plus comment ça s'appelle, faisait écho à un autre livre d'une femme qui avait accompagné la fin de vie de beaucoup de personnes et qui avait écrit un bouquin sur toutes les choses que les gens regrettaient dans leur vie. Et évidemment, il disait, il y a aucun qui disait qu'il regrettait d'avoir trop travaillé, mais qu'ils n'avaient pas passé assez de temps avec leurs enfants ou des choses comme ça. Et tu vois, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'est-ce que j'ai envie enfin qu'on dise de moi, parce que si aujourd'hui, par exemple, moi, ce que je m'étais dit, c'était j'ai envie que les gens disent que je les ai aidés à trouver leur chemin, et alors j'étais déjà dans mon projet, tu vois, actuel, mais si en fait tu fais un truc enfin si j'avais continué à être directrice marketing dans le logiciel et que je me disais ça, bah c'est qu'à un moment faut prendre un virage dans sa vie. Et je trouve que c'est intéressant de se dire pour justement de se dire que le jour où ça sera la fin, il n'y ait pas de regret, parce qu'en plus ce jour-là, malheureusement, on a la certitude qu'il va arriver un jour, mais on ne sait pas quand. Le regret, c'est un deuil qui n'a pas été fait. En mieux. Vous avez des je crois vraiment, parce que le sujet. Le regret, tu restes encore dans une forme douloureuse, tu vois, j'ai pas vécu ça, etc. Il y a plein de choses que je vais pas vivre. Tu vois, si tu choisis quelque chose, je choisis d'être prête, c'est-à-dire que je choisis aussi de ne pas être beaucoup d'autres choses. Donc le deuil, c'est la forme transformée, acceptée d'un renoncement, parce que tu sais aussi ce que ça t'apporte. Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu aies vécue depuis que tu es né? En fait, la plus grande, c'est toujours dur de choisir. Je pense que c'était les mois avant de partir à Calcutta. Non, il y en a deux. Pour moi, il y a eu ça, et puis il y a eu la découverte de l'horreur de la question des abus dans l'Église, qui était vraiment et qui reste encore un truc traumatisant pour moi. Et comment tu l'as traité en te mettant en mouvement finalement? C'est-à-dire que en fait, j'avais tellement de colère, on a l'impression d'avoir été trahi et trompé. Parce que je suis rentré à 18 ans avec un regard extrêmement naïf en fait sur la foi, sur l'Église, etc. Et donc du coup, moi j'ai eu l'impression qu'on avait un peu trompé ce jeune adulte, cet enfant qui avait fait confiance à une institution. Alors ce dévoilement, il a été progressif un peu. Il s'est pas fait en une fois. Et d'ailleurs, c'était une part de mes études, c'était de chercher à comprendre pourquoi j'ai pas vu en fait. Tu vois, un peu comme t'as un frère qui est toxicomane, mais la plupart du temps, c'est les amis de tes parents qui vont dire non mais regarde, votre fils il déconne, mais toi t'es à côté donc tu vois pas. Et donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, parce que c'était un dévoilement progressif, et vraiment quand tu vois le truc, tu te dis en fait moi j'avais que deux choix, c'est-à-dire que soit je quittais en disant cette institution est pourrie, soit j'essayais d'utiliser cette colère pour que ça devienne utile. Et en fait, c'est ça qui a pris le pas dessus. Mais la colère, il y en a encore beaucoup. Ouais, de toute façon, c'est un sujet qui est tellement. Parce que ça m'est arrivé de vivre dans un couvent avec un prêtre à côté, dont on a su après qu'en fait c'était quelqu'un qui avait abusé de personnes, tu vois. Donc c'est cette proximité physique, si tu veux,
et puis après, moi, j'ai l'impression d'être éclaboussé en permanente parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que t'es prêtre, tu vois, c'est arrivé plusieurs fois. T'es à une table de restaurant avec une paroissienne, entre guillemets, en tout bien tout honneur, et puis tu sens le regard suspicieux des gens autour de toi, en disant, tu vois, et ça, c'est quelque chose qu'on porte en permanence parce que tu as un certain nombre de personnes qui ont abîmé du coup l'image de cette profession, et nous, on doit porter ces conséquences-là et recrédibiliser en fait notre vocation. Et ça, c'est un travail qui va mettre beaucoup de temps. Ouais, tu vois, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas du tout marrant, mais moi, j'ai appris récemment qu'une personne de ma famille, enfin même que 2 personnes de ma famille étaient pédophiles, et sur des personnes de leur propre famille. Et évidemment, bon, c'est un cataclysme, hein, quand t'apprends ça. Et moi, j'en parle de façon très libérée, tu vois. Enfin, mes amis, je leur raconte, et en fait, c'est fou parce que c'est un peu comme le burn-out. Tu vois, moi, j'en ai toujours parlé de façon très libérée quand ça m'est arrivé. Et du coup, quand on parle, ça libère la parole. Et c'est incroyable de voir le nombre de personnes dans mon entourage, proche ou pas proche, qui me disent, bah oui, bah moi, il y a mon oncle, moi, il y a ma tante, il y a telle personne qui a été abusée. Et en fait, tu te rends compte que qu'on connaît tous quelqu'un, sans le savoir, qui a déjà été abusé, en fait. Mais c'est ce que j'ai fait une homélie il y a quelques semaines autour de cette question-là, et j'ai à un moment j'ai dit, mais statistiquement on est tant de personnes dans l'église, donc c'est-à-dire qu'il y aurait tant de personnes qui ont été concernées, et certaines ne l'ont dit à personne. Non. Et ben ça a pas manqué, hein. À la fin de la messe, t'as 2 personnes qui sont venues voir pour me parler de leur histoire. Ça me donne des frissons. Et ce qui est fou, c'est que tu vois, là, en l'occurrence, la personne que je connais, cette personne-là, ça s'est réveillé à, je sais pas, à 45 ans. En fait, un élément dans sa vie a fait ressortir le truc et il avait complètement occulté le truc, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. C'est fou, hein. C'est des mécanismes qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas, d'où l'intérêt aussi de la psychologie, hein. Mais où tu peux complètement, en fait, ça s'est imprimé dans ta mémoire, mais dans une partie de ta mémoire à laquelle tu as pu accès. Et tu vas avoir un élément qui va permettre à ça de revenir. Et lorsqu'on connaissait mal ce phénomène, c'est une des raisons pour lesquelles l'Église n'a pas bougé, pas la seule, parce que parfois elle savait aussi et elle n'a pas bougé, mais c'est au point de départ, il y a eu une difficulté à crédibiliser la parole des victimes, parce qu'on disait, attends, 20 ans après, la nana, elle revient en disant paf, ou le garçon, il revient, est-ce que c'est pas une affabulation, est-ce que c'est pas... Bah clairement, moi quand j'ai appris ça, je me dis c'est pas possible. Forcément tu remets en cause la victime parce que c'est arrangeant aussi de remettre en cause la victime. C'est beaucoup plus simple de se dire que c'est quelqu'un qui ment plutôt que... C'est le drame des victimes, c'est que parfois elles préfèrent le silence parce que la violence de ne pas être crue sera tellement déstabilisante qu'elle préfère porter seule, et c'est d'où l'importance des associations comme la Parole Libérée, comme l'association C'est-à-dire, ou comme beaucoup d'autres associations qui parce que lorsque tu dis que c'est un prêtre et que c'est un prêtre ami de la famille, etc., tu vas être 2 fois victime. Tu vas être victime par ce prêtre, et ensuite tu vas être considéré comme celle qui vient. Le nombre de fois où j'ai entendu des personnes qui me disaient, mais en fait maman m'a dit de rien dire, en fait, parce que ça allait bouleverser l'équilibre familial, parce que c'est un cousin qui abusait de moi, parce que c'est un oncle, parce que donc voilà, il y a un travail, il y a le mouvement, c'est vrai, hein, qui était initié par MeToo. T'as aussi les différents livres, Camille Kouchner, là, son livre est extrêmement puissant là-dessus, sur la question de l'inceste. Et je pense justement, et ça c'est quelque chose qui peut être positif, c'est que si l'Église a le courage de faire son travail, ce travail peut être utile en dehors de sa frontière. Bien sûr, voilà. Ouais, parce qu'en fait, moi, tu vois, en l'occurrence, ces personnes-là, c'est le père qui a fait ça à ses enfants ou l'oncle qui a fait ça à son neveu. Donc du coup, en effet, ça peut être dans ton foyer, quoi. Donc voilà, dépasser le traumatisme en donnant du sens. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, tu parlais du coup de tes peurs précédentes. Aujourd'hui, c'est quoi tes peurs ? De mal utiliser mon temps,
ne pas aller à l'essentiel. Et comment tu fais le tri, du coup? Il faut que je reparte sur mon bateau. Ouais. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? En fait, je suis très fier de ces études de psychologie, d'avoir eu le courage de faire ce projet qui me tenait à cœur, au-delà des incompréhensions. Et je pense que le jour où je recevrai le diplôme de psychologue, avec ce côté atypique de prêtre psychologue, je pense que je serai très fier. Si tu croises, alors ça peut-être pas forcément à toi, mais je vais quand même te la poser parce que c'est une question que je pose à chaque fois. Si et encore que si ça peut s'appliquer complètement à toi, tu croises une personne dans la rue qui voit que t'es bien, t'es à ta place et qui te dit vous n'en êtes là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu répondrais? La chance ne s'attend pas, elle se crée. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu voudrais donner aujourd'hui? Il y a un conseil qui est dans que Jésus reprend tout le temps, c'est n'ayez pas peur. Alors celui-là, du coup, tu l'avais reçu et un que non, mais t'as je pense que, enfin, c'est quelque chose qui fait écho dans les évangiles. Je dirais pas que je l'ai reçu, mais je pense que j'aurais aimé le recevoir davantage, ça c'est sûr. Et alors le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est difficile. C'est pas vraiment un conseil, mais c'est un échange qui m'a beaucoup. Juste avant de partir en Inde, je vais voir un ami, le père Alexis, et quelqu'un qui a beaucoup compté, et je lui parle un peu de mon incertitude, et il m'a dit simplement, quoi que tu choisisses, je suis sûr que tu seras un bon père. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que il disait sa conviction en moi que je pourrais faire quelque chose de bon, en me laissant la possibilité d'interpréter dans quel sens je voulais être prêtre, et dans quel sens je voulais être père, et donc du coup être prêtre. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était à la fois un conseil qui n'en était pas un, mais qui me laissait libre, et j'ai trouvé ça génial. En fait, ce que je trouve génial dans ton témoignage, c'est que c'est vrai dans un métier, mais c'est vrai dans quand t'es prêtre, c'est que finalement tu t'es créé ton propre périmètre d'action, et du coup aujourd'hui tu disais que t'étais pas à ta place quand t'étais prêtre, mais pas à ta place quand t'étais à la campagne, mais aujourd'hui t'as vraiment réussi à exercer tout ce pourquoi t'es fait, et aider les autres dans ton périmètre. Ouais, et puis j'espère qu'il y a encore plein de mouvements qui vont se passer. Donc tu vois, j'ai 43 ans, est-ce que je ferai une thèse de psycho, est-ce que j'enseignerai, j'en sais rien, mais je suis assez curieux de ce qui va venir. C'est quoi tes prochains défis? Alors déjà réussir mon master. Ça c'est mon prochain défi. Et après, là justement, je me prépare une étape de transition. J'aurais été pendant 13 ans curé de paroisse à Boulogne. Je vais achever mon temps comme curé en même temps que mes études, donc en août 2023. Et j'ai une grande page blanche derrière. Ça pour moi, ça peut être assez angoissant, parce que justement, tu sais pas du coup où est-ce que tu vas aller? Non. Comment ça se passe justement du coup, le fait de savoir où est-ce qu'on... tu discutes avec ton évêque, tu discutes avec ton supérieur. Bon, c'est un processus. Je sais que la psychologie et la question du soin, de l'accompagnement des victimes est quelque chose avec lequel je veux construire la prochaine étape, mais je sais pas comment. Et ça c'est stressant pour moi. Moi, j'ai besoin de projets, et là je vois pas encore. Et tu peux te retrouver aussi bien à Paris qu'à Marseille, qu'en Alsace ou à l'étranger. Ou à l'étranger, d'accord. À suivre. Ouais, à suivre. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager? Le dernier livre que j'ai lu qui était bouleversant, c'est de Delphine Orviller, Vivre avec nos morts. Justement sur son rôle de rabbin dans l'accompagnement et le deuil. Je trouve que c'est un livre extrêmement alors sur ce sujet-là, mais extrêmement inspirant. J'ai trouvé ça vraiment très fort. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? J'aimerais dire merci à Augustin,
parce que dans cette constellation de personnes que j'ai rencontrées, il fait partie des personnes qui m'ont inspiré. On s'est rencontrés, je dirais pas qu'au point de départ on a eu un fit en termes de personnalité. Moi, il m'impressionnait beaucoup. C'était le jeune entrepreneur qui montait. Moi, j'avais l'impression d'être aux antipodes. Et Augustin, c'est quelqu'un qui a une vraie curiosité pour les gens, pour les itinéraires, et qui aime mettre les gens en relation les uns avec les autres, qui crée plein de liens. Et c'est quelqu'un qui, je trouve, prend du plaisir à se mettre au service de ses amis pour les faire grandir. Et pour tout ce qu'il m'a apporté, j'aurais envie de lui dire merci. C'est marrant parce que s'il y a quelque chose qui m'avait énormément frappé quand je l'avais interviewé, il racontait une anecdote. Il racontait qu'il avait un de ses copains qui a toujours rêvé de faire du stand-up et en fait pour ses 40 ans ou je sais plus, je sais pas si t'es au courant de cette histoire. J'étais là. C'était là. Oui. Donc on va raconter pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode où en fait son copain il arrivait pas à se lancer. Du coup il s'est arrangé avec sa femme pour pouvoir faire en sorte de louer une salle et de lui dire vas-y, la salle elle est réservée, lance-toi quoi. Ouais, et il s'est lancé. Et c'est lancé. Ouais, parce que du coup, j'avais pas eu la suite. Oui, parce que c'était en septembre, pas cette année, mais l'année d'avant. Et donc, il lui a donné 1 an pour écrire son spectacle. Il l'a fait, et donc Cédric a eu le courage de vivre son rêve. Et ça, pour moi, dans cette anecdote-là, si tu veux, pour moi, c'est tout le côté tellement attachant d'Augustin. C'est-à-dire que c'est pas simplement un leader, mais c'est un leader aussi qui aime rendre les autres capables. Ouais, c'est génial. Quand il m'avait raconté ça, j'ai trouvé ça vraiment magique parce qu'en plus j'ai plein d'amis qui veulent se lancer et tu dis mais allez-y. Bon, j'ai créé un podcast pour vous aider à vous lancer, mais j'ai trouvé ça en effet le fait de réserver le truc et de le mettre au pied du mur parce que parfois les gens en effet ils ont juste besoin d'une petite impulsion et pour qu'ils partent quoi. Ouais. Donc merci Augustin. Merci Augustin. Merci beaucoup mon père. Et puis hâte d'avoir la suite de tout ça. À très bientôt. Au revoir Charlotte. À bientôt. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. La semaine prochaine, nous allons retrouver une personne d'un univers totalement différent. Il s'agit d'une très grande illustratrice. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour avoir d'autres éléments de teasing. Et si le podcast vous plaît, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais la qualité du son devrait être beaucoup plus bonne parce que j'ai fait des petits investissements. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour ce nouveau magnifique épisode.